Traitée comme si elle était invisible au gala, elle est partie avec grâce. Elle ne savait pas que le chef de la mafia l'observait. Le lustre au-dessus de moi projette 1000 éclats de lumière sur le sol en marbre. Et je me tiens au bord de tout ça. Je tiens une coupe de champagne que je n'ai pas touchée. Les bulles montent lentement, sans fin. Je les regarde parce que les regarder est plus facile que de regarder les gens qui refusent de me voir. Je m'appelle Elalana Price. Ce soir, je porte une robe que j'ai mis 3 mois à économiser pour l'acheter. Un vert émeraude profond qui tombe juste au-dessus de mes chevilles, simple mais élégante. Je pensais que ce serait suffisant. Je pensais que si j'avais l'air à ma place, si je me tenais droite et souriais chaleureusement, quelqu'un me remarquerait. Quelqu'un reconnaîtrait que j'ai ma place ici, tout autant que n'importe qui d'autre. J'avais tort. Le gala de la Fondation Hartwell est l'événement caritatif le plus prestigieux de New York. Politiciens, célébrités, fortunes anciennes et nouveaux puissants se rassemblent sous ces lumières de cristal. Ils sont là pour signer des chèques et faire des promesses. Je suis ici parce que je travaille pour eux. Je gère les relations avec les donateurs pour la Fondation. Je coordonne les dons et je m'assure que chaque non-fortuné reçoive une attention personnelle. Je connais leurs dates d'anniversaire, les noms de leurs enfants, leurs vins préférés. J'ai passé 2 ans à construire des relations qui n'existent que sur le papier et dans des emails polis. Mais ce soir, debout parmi eux en personne, je réalise la vérité. Pour eux, je fais partie du décor. Je suis la femme qui répond au téléphone et envoie des cartes de remerciement. Je ne suis pas quelqu'un qu'ils ont besoin de remarquer. Une femme en robe rouge me frôle sans un mot. Son parfum est vif et cher. Un homme en costume sur mesure me contourne comme si j'étais un pilier qu'il devait éviter. Je souris quand même parce que c'est ce que j'ai appris à faire. Sourire, être agréable, ne pas leur laisser voir que ça fait mal. Ma supérieure, Patricia Caldwell, se tient près du grand escalier. Elle rit avec un groupe de donateurs. Elle est radieuse dans sa robe argentée. Ses bijoux captent la lumière à chaque geste. Elle ne m'a pas regardé une seule fois ce soir. Quand je suis arrivé, elle a vaguement hoché la tête dans ma direction et s'est détournée. J'ai organisé cet événement. J'ai confirmé chaque invité, arrangé chaque table, veillé à ce que chaque détail soit parfait. Mais c'est Patricia qui recevra les honneurs et je rentrerai seul dans mon petit appartement. Je prends une profonde inspiration et me dirige vers les portes de la terrasse. L'air de la nuit sera froid, mais j'en ai besoin. J'ai besoin de ressentir autre chose que cette humiliation silencieuse. La terrasse est vide quand je sors. En bas, la ville s'étend dans toutes les directions. Les lumières scintillent comme des étoiles tombées du ciel. Je pose mon champagne intact sur la balustrade en pierre et je ferme les yeux. Le vent soulève mes cheveux et un instant, je peux prétendre que je suis ailleurs. Que je suis quelqu'un d'autre. J'ai 28 ans. J'ai un diplôme en communication d'une université que je suis encore en train de rembourser. J'ai un appartement de la taille d'un placard et un chat nommé Darcy qui dort probablement sur mon oreiller en ce moment. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai, ce qui n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Et pourtant, ce soir ici, je me sens plus petite que jamais. Quand j'ouvre les yeux, je le vois. Il se tient à l'autre bout de la terrasse, à moitié caché dans l'ombre. Je ne l'avais pas remarqué en sortant, mais maintenant, je ne peux plus détacher mon regard. Il est grand, les épaules larges, vêtu d'un costume noir qui lui va comme une armure. Ses cheveux sont sombres, coiffés en arrière, dégageant un visage qui semble taillé dans la pierre. Il y a quelque chose en lui qui rend l'air différent, plus lourd, électrique. Il me regarde. Il ne jette pas un simple coup d'œil, son regard ne me traverse pas pour chercher quelque chose de plus intéressant. Il me regarde avec une intensité qui me coupe le souffle. Ses yeux sont pâles, peut-être gris, bien que je ne puisse en être certaine dans cette lumière. Il croise les miens pendant un long moment et je me sens exposé d'une manière que je ne peux expliquer. Je devrais détourner le regard. Je devrais retourner à l'intérieur. Mais quelque chose me maintient figé, épinglé par son regard comme un papillon sous verre. Puis il bouge. Il marche vers moi avec cette confiance lente et délibérée. Le genre de confiance qui suggère qu'il ne s'est jamais pressé pour quoi que ce soit dans sa vie. Chaque pas est mesuré, contrôlé. Quand il s'arrête, il est assez proche pour que je puisse voir la légère cicatrice qui court le long de sa mâchoire. Et la façon dont ses yeux sont en effet gris, de la couleur des tempêtes d'hiver.
On dirait que vous préféreriez être n'importe où ailleurs, dit-il. Sa voix est basse, douce, avec un accent que je n'arrive pas à situer. Quelque chose d'européen peut-être. Quelque chose qui donne à chaque mot l'air d'un secret. Ça se voit tant que ça, je m'entends dire. Seulement pour quelqu'un qui fait attention. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Personne n'a fait attention à moi de toute la soirée. Personne, sauf cet étranger sorti de l'ombre comme d'un rêve. J'avais besoin d'air, dis-je finalement. Il y avait trop de monde à l'intérieur. Trop de monde, répète-t-il, et il y a quelque chose dans son ton qui suggère qu'il comprend exactement ce que je veux dire. Pas la présence physique des corps, mais le poids d'être ignoré, l'épuisement d'essayer de compter. Qui êtes-vous? Je demande, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Je connais tous les donateurs sur la liste de la Fondation. Je connais tous les visages qui étaient censés être ici ce soir. Je ne connais pas le sien. Il penche légèrement la tête, m'étudiant. Est-ce que ça a de l'importance? Vous êtes à un gala de charité. Vous devez être quelqu'un. Tout le monde est quelqu'un. La question est de savoir si quelqu'un se soucie de le remarquer. Les mots me frappent comme un coup, doux mais précis. Il l'a vu aussi, alors. La façon dont ces gens se déplacent dans leur monde scintillant, aveugle à quiconque ne reflète pas leur propre lumière. Je suis Eleanor, dis-je en tendant la main avant de pouvoir y réfléchir. Il la prend. Sa poignée est ferme, sa paume chaude contre mes doigts froids. Dominic, juste Dominic pour l'instant. Il relâche ma main, mais il ne recule pas. Il reste proche, assez proche pour que je puisse sentir son eau de Cologne, quelque chose de sombre et riche comme le cèdre et la fumée. Je devrais être mal à l'aise. Je devrais trouver une excuse et retourner à la sécurité de la foule à l'intérieur. Mais je ne bouge pas. Pourquoi êtes-vous seul ici? Je demande. Vous n'avez pas l'air du genre à vous cacher. Je ne me cache pas, j'observe. Vous observez quoi? Son regard croise le mien. Tout, tout le monde. La façon dont les gens se révèlent quand ils pensent que personne ne les regarde. Et qu'avez-vous observé sur moi? Pendant un instant, il ne dit rien. Puis, lentement, le coin de sa bouche se soulève. Ce n'est pas tout à fait un sourire météant, mais ça y ressemble. Vous valez bien mieux que cette pièce, et vous le savez. C'est pour ça que vous êtes parti. Les mots touchent quelque chose de profond en moi. Quelque chose que j'ai essayé d'enfouir sous des années de politesse et de patience. Je sens mes yeux piquer et je détourne rapidement le regard, clignant des yeux avec force. Je devrais retourner à l'intérieur, dis-je. Ma voix me semble étrange, fine, fragile. Le devriez-vous? Je travaille pour la Fondation. J'ai des responsabilités. Vous les avez déjà remplies. L'événement se déroule sans accroc. Personne ne remarquera si vous restez ici un peu plus longtemps. Comment savez-vous ça? Parce qu'ils ne vous ont pas remarqué de toute la soirée. Pourquoi commenceraient-ils maintenant? Ça devrait faire mal de l'entendre dit si crûment. Mais venant de lui, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas le cas. Il n'est pas cruel. Il dit simplement la vérité que tout le monde a été trop poli ou trop indifférent pour exprimer. Vous m'avez remarqué, dis-je doucement. Oui. Pourquoi? Il reste silencieux un long moment. Quand il parle, sa voix est plus douce qu'avant. Parce que vous avez traversé cette pièce comme si vous portiez quelque chose de lourd. Tous les autres jouaient un rôle. Vous surviviez. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment cet étranger peut me voir si clairement, alors que tous ceux avec qui je travaille depuis 2 ans ne me voient pas du tout. Les portes de la terrasse s'ouvrent derrière nous et j'entends des rires s'échapper de l'intérieur. Le moment est rompu. Je fais un pas en arrière, prenant soudain conscience de la proximité à laquelle nous nous tenions, du temps que nous avons passé à parler. Je devrais y aller, dis-je à nouveau. Et cette fois, je le pense vraiment. Dominic hoche lentement la tête. Alors, allez-y, mais Eleanor, je m'arrête à mi-chemin vers les portes. Ne les laissez pas vous rendre petites, vous méritez de prendre de la place. Je ne réponds pas. Je ne peux pas. Je rentre simplement à l'intérieur, mon cœur battant d'une manière qui n'a rien à voir avec la peur. Le reste de la soirée passe comme dans un brouillard. Je souris aux bonnes personnes, hoche la tête au bon moment et je compte les minutes jusqu'à ce que je puisse partir. Patricia fait un discours pour remercier tout le monde de leur générosité. Elle ne mentionne pas mon nom. Personne ne le fait. À 11 heures, je me glisse dehors par une entrée latérale et je marche jusqu'au métro. Les rues sont calmes, le froid mordant à travers mon manteau fin. Je me repasse la conversation sur la terrasse encore et encore,
essayant de comprendre pourquoi elle m'a si profondément affecté. Un étranger m'a dit que je méritais de prendre de la place. Et d'une manière ou d'une autre, cette seule phrase m'a semblé plus significative que 2 ans de bilan de performance et de remerciements polis. Je ne sais pas qui est ce Dominique. Je ne sais pas pourquoi il m'observait ou pourquoi il a choisi de me parler. Mais je ne peux pas me défaire du sentiment que quelque chose a changé, que ce soir était le début de quelque chose que je ne comprends pas encore. Quand j'arrive à mon appartement, Darcy m'attend près de la porte, miaulant son mécontentement face à mon arrivée tardive. Je le prends dans mes bras et le serre fort, enfouissant mon visage dans sa fourrure. J'ai rencontré quelqu'un, lui chuchotai-je. Je ne sais pas ce que ça signifie. Darcy ronronne, peu impressionné par ma confession. Je le repose et me dirige vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville en contrebas. Quelque part là-dehors, dans l'une de ces tours scintillantes, Dominic fait probablement la même chose. Ou peut-être qu'il m'a déjà oublié. Peut-être que je n'étais qu'une distraction momentanée. Une femme sur une terrasse qui avait l'air triste. Mais je ne crois pas. La façon dont il m'a regardé, la façon dont il a parlé, il y avait une intention derrière tout ça, un but. Et je ne peux m'empêcher de me demander quel pourrait être ce but. Je retire ma robe et la suspends soigneusement dans le placard. Je me lave le visage, me brosse les dents et accomplis tous les gestes d'une nuit normale. Mais quand je me couche enfin, le sommeil ne vient pas. Je continue de voir ses yeux gris comme des tempêtes, comme de l'acier, comme quelque chose qui pourrait percer tous les murs que j'ai construits autour de moi. Traité comme si j'étais invisible au gala. Je suis parti avec grâce, mais je ne suis pas parti inchangé. Et quelque part dans la ville, l'homme qui m'observait attend. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Ces histoires sont conçues pour que vous vous sentiez vu, compris et ému. Si vous vous êtes déjà senti invisible, c'est l'endroit où vos émotions comptent. Abonnez-vous maintenant et rejoignez une communauté qui croit au pouvoir des histoires pour guérir et transformer. 3 jours passent, je retourne au travail, je réponds aux emails, coordonne les réunions et fais comme si rien n'avait changé. Patricia me remercie brièvement pour mon travail sur le gala, sans me regarder dans les yeux avant de passer à la discussion du prochain événement. Je hoche la tête, je souris et je prends des notes, comme la professionnelle que je suis censé être. Mais quelque chose a changé. Je le sens dans la façon dont je me tiens, dans les questions que je me pose tard le soir. Est-ce que je mérite de prendre de la place? Est-ce que je me suis rendu petite sans m'en rendre compte? Les mots de l'étranger résonnent dans mon esprit comme une chanson que je ne peux oublier. Le jeudi après-midi, une livraison arrive à mon bureau. Une seule rose blanche dans un vase en cristal, accompagnée d'une petite enveloppe. Ma collègue Jennifer se penche avec des sourcils levés. Un admirateur secret? J'en doute, dis-je, mais mes mains tremblent légèrement en ouvrant l'enveloppe. La carte à l'intérieur ne contient que 3 mots écrits dans une écriture élégante. Prenez de la place. Il n'y a pas de signature, pas de nom, mais je sais immédiatement qui l'a envoyé. Je passe le reste de la journée à essayer de me concentrer sur mon travail, mais mes pensées dérivent sans cesse vers Dominic. Qui est-il? Comment savait-il où je travaille? Et pourquoi me contacte-t-il maintenant? Des jours après notre brève conversation sur la terrasse. Ce soir-là, alors que je quitte le bureau, mon téléphone vibre. C'est un texto d'un numéro inconnu. Il y a un restaurant sur Madison et la 53e, appelé Lucia. Retrouvez-moi là-bas à 20 heures. Venez si vous êtes curieuse. Restez chez vous si vous avez peur. Je fixe le message un long moment. Chaque partie logique de mon cerveau me dit de ne pas y aller. Je ne connais pas cet homme, ce homme. Je ne sais pas ce qu'il veut. Rencontrer un étranger la nuit dans une ville comme New York est le genre de décision qui finit mal dans toutes les histoires de mise en garde que j'ai jamais entendues. Mais il y a une autre partie de moi. Une partie qui est restée silencieuse trop longtemps, qui veut savoir, qui a besoin de comprendre pourquoi cet homme m'a vu quand personne d'autre ne le faisait. Je rentre chez moi. Je me change pour une simple robe noire. Rien d'extravagant, juste quelque chose qui me fait me sentir moi-même. Je nourris Darcy, je lui dis de ne pas m'attendre et j'appelle une voiture pour m'emmener sur Madison Avenue. Lucia n'est pas ce à quoi je m'attendais. De l'extérieur, ça ressemble à n'importe quel autre restaurant italien haut de gamme, avec ses lumières chaudes et ses nappes blanches. Mais quand j'entre, je réalise que c'est quelque chose de plus.
L'hôte m'accueille par mon nom avant que je puisse me présenter et me conduit à travers la salle à manger principale vers un espace privé à l'arrière. Dominique est déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Il se lève quand il me voit et, une fois de plus, je suis frappé par sa présence. Il remplit la pièce simplement en y existant. « Vous êtes venu, dit-il. J'étais curieuse, pas effrayée. Un peu, j'admets, mais la curiosité l'a emporté. Il me désigne la chaise en face de lui et je m'assois. Un serveur apparaît immédiatement, versant de l'eau dans des verres en cristal, présentant les menus avec une efficacité silencieuse. Quand il part, Dominique me regarde avec la même intensité que je me souviens de la terrasse. « Vous vous demandez qui je suis, dit-il. Ce n'est pas une question. Entre autres choses. Demandez. » Je prends une inspiration. Le gala. Vous n'étiez pas sur la liste des invités. J'ai vérifié. Non, je n'y étais pas. Alors comment êtes-vous entré? De la même manière que j'entre n'importe où, en faisant comprendre que personne ne doit m'arrêter. C'est une déclaration arrogante, mais il n'y a pas d'arrogance dans son ton. Il énonce simplement un fait, et d'une manière ou d'une autre, je le crois. Que faites-vous? Je demande. Quelles sont vos affaires? J'ai de nombreuses affaires. L'immobilier, l'import-export, les investissements. C'est vague. C'est honnête. Les détails prendraient plus d'un dîner à expliquer. J'étudie son visage, cherchant la tromperie, mais je ne trouve qu'une certitude calme. Quoi que fasse Dominique, il le fait avec une confiance totale en lui-même. Pourquoi m'avez-vous invité ici? Parce que je ne peux pas arrêter de penser à vous. La franchise de ces mots me prend au dépourvu. Je sens la chaleur monter à mes joues et je baisse les yeux vers la table, soudainement incapable de croiser son regard. C'est une chose audacieuse à dire à quelqu'un que vous connaissez à peine. Je préfère l'honnêteté au jeu. La vie est trop courte pour faire semblant. Quand je relève les yeux, il me regarde toujours, attendant ma réponse. Il n'y a aucune pression dans son regard, seulement de la patience. Il attendra aussi longtemps qu'il le faudra pour que je décide ce que je veux. Dites-moi quelque chose de vrai, dis-je finalement. Quelque chose qui compte. Il réfléchit à la question un moment. Puis il se penche en arrière dans sa chaise et quelque chose dans son expression change, s'adoucit. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Elle était la seule personne dans ma vie qui me faisait me sentir en sécurité. Quand elle est partie, je me suis promis que je ne serais plus jamais impuissant. Chaque décision que j'ai prise depuis lors a été une question de contrôle, de m'assurer que personne ne puisse me prendre ce que je ne suis pas prêt à donner. La confession flotte dans l'air entre nous, lourde et brute. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde si honnêtement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde du tout. Je suis désolé, dis-je doucement. Pour votre mère. C'était il y a longtemps, mais certaines pertes ne guérissent jamais complètement. Non, en effet. Il penche la tête, m'étudiant. Vous comprenez ça. Ce n'est pas une question. Il a vu quelque chose en moi, tout comme j'ai vu quelque chose en lui. Deux personnes façonnées par l'absence, construisant des murs pour se protéger de plus de douleur. Mon père est parti quand j'avais 8 ans, je m'entends dire. Un matin, il était là. Le lendemain, il était parti. Pas de mots, pas d'explication. Ma mère ne s'en est jamais remise. Elle s'est épuisée au travail pour subvenir à nos besoins. Et quand j'ai eu 16 ans, son cœur a lâché. Je suis seul depuis ce jour. Je ne sais pas pourquoi je lui raconte ça. Je n'ai pas parlé de mes parents depuis des années. Mais quelque chose dans ce moment, avec cet homme, fait que les mots sortent de moi comme de l'eau à travers un barrage brisé. Vous vous êtes construite à partir de rien, dit Dominique, et vous l'avez fait seul. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix. Vous auriez pu abandonner. Vous auriez pu devenir amère, pleine de ressentiment, fermée. Au lieu de ça, vous avez gardé votre cœur ouvert. Ça demande du courage. Des larmes me piquent les yeux et je les ravale. Je ne pleurerai pas devant cet étranger qui me voit trop clairement. Pourquoi moi, je demande, de toutes les personnes à ce gala, pourquoi m'avez-vous remarqué? Parce que vous étiez la seule personne réelle dans la pièce. Tous les autres jouaient un rôle. Vous existiez simplement, essayant de survivre. Je l'ai reconnu parce que j'étais pareil avant. Avant. J'ai appris à jouer un rôle quand c'est nécessaire, mais je n'oublie jamais ce qui est réel. Le serveur revient avec notre nourriture, brisant l'intensité du moment. Nous mangeons dans un silence confortable, et je découvre que malgré ma nervosité, j'ai faim.
Les pâtes sont parfaites, le vin doux et chaud. Quand nous finissons, Dominique insiste pour payer. Je ne discute pas. Quelque chose me dit que refuser ne ferait que prolonger la discussion, et je suis trop fatigué pour les débats. Dehors, la nuit est froide et claire. Les étoiles sont invisibles derrière les lumières de la ville, mais je lève les yeux quand même, les cherchant par habitude. Laissez-moi vous ramener chez vous, dit Dominique. Je peux prendre une voiture. Je sais que vous le pouvez. Je vous demande si vous me laisserez faire. J'envisage de refuser. J'envisage de maintenir mes limites, de me protéger de quoi que ce soit. Mais je n'en ai pas envie. Pour la première fois depuis des années, je veux laisser quelqu'un entrer. D'accord, dis-je. Sa voiture attend au bord du trottoir, noire, élégante et chère. Un chauffeur nous ouvre la portière et je me glisse sur l'intérieur en cuir, très consciente de la proximité de Dominique à côté de moi. Le trajet jusqu'à mon appartement est silencieux. Il n'essaie pas de combler le silence avec des banalités et j'en suis reconnaissante. Quand nous arrivons, il m'accompagne jusqu'à la porte de mon immeuble. Merci pour ce soir, dis-je. Je ne m'attendais à rien de tout ça. Il sourit et cela transforme son visage. Un instant, la dureté disparaît et je vois le garçon qu'il a dû être avant que la perte ne le rende tranchant. Moi non plus, dit-il, mais je suis content que vous soyez venu. Il n'essaie pas de m'embrasser. Il ne demande pas à entrer. Il prend simplement ma main, presse ses lèvres sur mes phalanges dans un geste qui semble presque démodé et recule. « Bonne nuit, Elena. »« Bonne nuit, Dominique. » Je le regarde retourner à sa voiture, regarde les feux arrière disparaître au coin de la rue. Puis j'entre, je monte les escaliers jusqu'à mon appartement et j'ouvre la porte. Darcy miaule d'un air de reproche depuis sa place sur le canapé. Je m'affale à côté de lui et le prends sur mes genoux. « Je crois que j'ai des ennuis, » je murmure. Il ronronne comme pour dire qu'il le savait déjà. La semaine suivante, Dominique et moi trouvons un rythme. Il m'envoie des textos le matin, des messages simples qui me font sourire. « Comment as-tu dormi? Je pense à toi. Passe une bonne journée. » Le soir, nous nous retrouvons pour dîner, prendre un café ou nous promener dans Central Park alors que les feuilles d'automne tombent autour de nous. Il me parle de son enfance en Italie, du petit village où il est né, de la grand-mère qui l'a élevé après la mort de sa mère. Il me parle de la construction de son empire à partir de rien, des sacrifices qu'il a faits et des ennemis qu'il s'est créés en chemin. Il ne se cache pas des parties les plus sombres de son passé, bien qu'il ne s'y attarde pas non plus. Il en parle comme de faits, de choix faits pour survivre. Je lui parle de mon propre parcours, des multiples emplois pour payer mes études, de la solitude de n'avoir aucune famille avec qui célébrer les étapes importantes. Je lui parle de la façon dont j'ai appris à trouver du réconfort dans les petites choses, un bon livre, une tasse de thé, le poids chaud de Darcy sur mes genoux. Nous sommes deux personnes qui ne devraient rien avoir en commun, et pourtant nous nous comprenons d'une manière qui défie la logique. Il voit à travers mes murs comme s'ils étaient en verre. Je vois à travers les siens comme s'ils étaient en fumée. Mais il y a des choses qu'il ne me dit pas. Des choses que je commence à remarquer au fil des jours. La façon dont son téléphone vibre constamment. Et il s'excuse pour prendre des appels en privé. Les hommes qui semblent apparaître où que nous allions, observant de loin, n'approchant jamais, mais toujours présents. La déférence que les serveurs et le personnel de l'hôtel lui montrent n'ont pas le respect poli accordé aux clients riches, mais quelque chose de plus proche de la peur. Je ne pose pas de questions sur ces choses. Pas encore. Je me dis que tout le monde a des secrets, que je n'ai pas le droit d'exiger la transparence d'un homme que je ne connais que depuis quelques semaines. Mais les questions se font plus fortes dans mon esprit, et je sais que je devrais finalement y faire face. Un soir, nous marchons le long de la rivière Hudson quand Dominique s'arrête brusquement. Son expression change, se durcit, et il me tire doucement mais fermement sur le côté. « Qu'est-ce qu'il y a ?» je demande. « Nous devons partir maintenant. » Avant que je puisse répondre, une voiture noire s'arrête à côté de nous. La portière s'ouvre et Dominique me guide à l'intérieur avec une main dans le creux de mon dos. Quelques secondes plus tard, nous filons à travers la ville. Le chauffeur négocie les virages avec une efficacité rodée. « Dominique, qu'est-ce qui se passe? » Il ne répond pas immédiatement. Sa mâchoire est serrée, ses yeux scrutent les rues à travers les vitres teintées. Quand il parle enfin, sa voix est contrôlée mais urgente. Il y a des gens qui n'apprécient pas ma présence dans cette ville. Parfois, ils font connaître leur mécontentement. Quel genre de personne?
Le genre qui croit que la violence est une tactique de négociation raisonnable. Mon cœur bat de la chamade contre mes côtes. J'avais des soupçons, bien sûr. Les pièces étaient là depuis le début, attendant que je les assemble. Mais l'entendre si clairement le rend réel d'une manière que le soupçon ne pourrait jamais faire. Êtes-vous impliqué dans des affaires illégales? Il croise alors mon regard et je vois quelque chose comme de la résignation dans ses yeux. Je suis impliqué dans beaucoup de choses, Elanena. Certaines existent dans des zones grises, d'autres non. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que je peux te donner pour l'instant. Quand nous serons en sécurité, je te dirai tout. Mais en ce moment, j'ai besoin que tu me fasses confiance. La confiance, un mot si simple pour une demande si compliquée. Cet homme me demande de placer ma vie entre ses mains, de croire qu'il me protégera de dangers que je ne comprends pas entièrement. Mais quand je le regarde, je ne vois pas une menace. Je vois l'homme qui m'a dit que je méritais de prendre de la place. L'homme qui a tenu ma main et écouté mes histoires. L'homme qui m'a fait me sentir vu pour la première fois depuis des années. Je te fais confiance, dis-je. Un soulagement fugace traverse son visage, rapidement masqué par la détermination. Il prend ma main et la serre fort alors que la voiture file dans la nuit. Nous nous retrouvons dans un immeuble que je ne reconnais pas, un gratte-ciel élégant dans un quartier de la ville que je visite rarement. Dominique me conduit par une entrée privée, dépassant des gardes de sécurité qui hochent la tête sans poser de questions, dans un ascenseur qui nécessite une carte clé pour fonctionner. L'appartement au sommet est énorme, tout en verre et en acier, avec des vues à couper le souffle. Mais je remarque à peine le luxe. Je suis trop concentré sur Dominique, sur la tension qui émane de son corps. Tu es en sécurité ici, dit-il. Personne ne peut t'atteindre. Et toi? Es-tu en sécurité? Il sourit, mais il n'y a aucune chaleur dedans. J'ai survécu à pire que ça. Ça ne répond pas à ma question. Je sais. Il se dirige vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Pendant un long moment, aucun de nous ne parle. Puis, sans se retourner, il commence à parler. Ma famille est dans certaines affaires depuis des générations. Quand ma mère est morte, ma grand-mère voulait que je parte, que je recommence à zéro quelque part de propre. Mais j'étais en colère. Je voulais me venger du monde qui me l'avait prise. Alors je suis resté. J'ai appris. Je me suis élevé. La mafia, je murmure. J'ai déjà pensé à ce mot, mais c'est la première fois que je le prononce à voix haute. C'est un nom pour ça. Il y en a d'autres. Ce qui compte, c'est que je suis puissant et le pouvoir crée des ennemis. Ce soir, l'un de ces ennemis a décidé d'envoyer un message. Quel genre de message? Il se tourne pour me faire face. Le genre qui dit qu'ils savent pour toi. Les mots me frappent comme un coup physique. Je fais un pas en arrière, ma main trouvant le mur pour me soutenir. Moi? Pourquoi quelqu'un se soucierait de moi? Parce que je me soucie de toi, et dans mon monde, ça te rend précieuse. Je pense au gala, à la femme invisible sur la terrasse. Je pense à la rose sur mon bureau, au dîner, aux conversations et aux petits moments de connexion. Je pense à la façon dont cet homme m'a courtisé, avec soin, avec détermination. Savais-tu que ça arriverait? Je savais que c'était possible. J'espérais avoir plus de temps. Du temps pourquoi? Pour te montrer qui je suis, pour te laisser décider par toi-même si je vaux le risque. Je le fixe, cet homme qui a bouleversé ma vie en quelques semaines. Je devrais être en colère. Je devrais exiger des réponses, des explications, des assurances qu'il me protégera du chaos qu'il a introduit dans mon monde. Mais la colère n'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens est quelque chose de bien plus dangereux. J'ai déjà décidé, dis-je doucement. Cette première nuit sur la terrasse, quelque chose en moi a reconnu quelque chose en toi. Je ne le comprenais pas alors. Je ne suis pas sûr de le comprendre maintenant. Mais je sais que quoi que ce soit, je ne suis pas prête à y renoncer. Dominique traverse la pièce en trois enjambées. Il prend mon visage entre ses mains, ses yeux cherchant dans les miens le doute, la peur, tout ce qui pourrait suggérer que je ne pense pas ce que je dis. Il ne doit rien trouver, car la seconde d'après, ses lèvres sont sur les miennes. Le baiser n'est pas doux. Il est féroce, désespéré, plein de tout ce que ni l'un ni l'autre n'a pu dire. Je m'agrippe à ses épaules et le tire plus près, voulant plus, ayant besoin de plus, ayant besoin de lui. Quand nous nous séparons enfin, nous respirons tous les deux fort. Il appuie son front contre le mien, ses mains berçant toujours mon visage.
Je te protégerai, dit-il. Peu importe ce que ça coûte, peu importe ce que je dois faire. Tu es à moi maintenant, Elena, et je ne lâche pas ce qui est à moi. La possessivité dans sa voix devrait m'effrayer. Au lieu de ça, elle me fait me sentir en sécurité d'une manière que je n'ai jamais ressentie auparavant. Alors ne me lâche pas, je murmure, et il ne le fait pas. Les semaines suivantes existent dans une étrange suspension entre deux mondes. Il y a la vie que j'avais avant, le travail, l'appartement, et la routine tranquille de survivre seul. Et il y a la vie que je construis avec Dominique, pleine de luxe, de dangers et d'émotions que j'apprends encore à nommer. Je continue de travailler à la fondation, même si je sais que ça ne peut pas durer. Patricia a commencé à remarquer ma distraction, la façon dont je vérifie mon téléphone entre les réunions, la façon dont je pars pile à 5 heures au lieu de rester tard. Elle ne dit rien directement, mais je sens sa désapprobation comme un vent froid. Dominic insiste sur la sécurité. 2 hommes m'accompagnent maintenant partout, discrets mais toujours présents. Ils attendent devant mon bureau, me conduisent au travail et en reviennent et montent la garde devant mon appartement la nuit. Je devrais en vouloir de cette intrusion, mais j'en suis venu à apprécier leur protection silencieuse. La situation avec les ennemis de Dominique reste tendue. Ils ne partagent pas les détails avec moi, disant qu'ils préfèrent garder les affaires professionnelles et personnelles séparées. Mais je vois le prix que cela lui coûte. Les nuits tardives, les appels téléphoniques chuchotés, la façon dont ses épaules portent un poids qui semble s'alourdir chaque jour. Un soir, je suis dans son penthouse quand il reçoit un appel qui le fait pâlir. Il écoute sans parler, puis raccroche et se tourne vers moi avec une expression que je n'ai jamais vue auparavant. « Je dois quitter la ville pour quelques jours, dit-il. Des affaires qui ne peuvent pas être gérées à distance. » Quel genre d'affaires? Le genre dont je ne peux pas te parler. Pas encore. Je veux discuter, exiger la transparence, mais je vois la tension dans ses yeux. Quoi que ce soit, c'est sérieux. Et le pousser maintenant ne fera qu'empirer les choses. « Sois prudent, dis-je à la place. Il traverse la pièce et me prend dans ses bras, me serrant fort. « Je reviendrai vers toi. Je te le promets. Tu as intérêt. » Il m'embrasse lentement et profondément, comme pour mémoriser la sensation de mes lèvres. Puis il est parti et je suis laissé seul dans son vaste appartement, entouré de luxe mais me sentant plus vide que jamais depuis des mois. Les jours qui suivent sont les plus longs de ma vie. Dominic envoie des textos quand il le peut, des messages brefs qui ne me disent rien et tout à la fois. Je suis en sécurité. Je pense à toi. Bientôt. Je me plonge dans le travail, essayant de remplir les heures avec quelque chose de productif. La Fondation prépare une nouvelle initiative, un programme de bourse pour les étudiants défavorisés, et je me porte volontaire pour diriger les efforts de sensibilisation. Ça me donne un but, une raison de me lever le matin. Mais la nuit, seul dans mon appartement, l'inquiétude revient. J'imagine 1000 scénarios, chacun pire que le précédent. Et si quelque chose lui arrivait? Et s'il ne revenait pas? Le 4e jour, je reçois un appel d'un numéro inconnu. Quand je réponds, la voix à l'autre bout n'est pas celle de Dominic. « Mademoiselle Price, nous ne nous sommes pas rencontrés, mais je sais beaucoup de choses sur vous. » La voix est froide, douce, avec un accent qui me rappelle celui de Dominic. Mais là où son accent est chaud, celui-ci est tranchant, dangereux. Qui est-ce? Un ami de Dominic, ou peut-être un ancien ami. Ces choses sont compliquées. Ma main se resserre sur le téléphone. Que voulez-vous? Seulement me présenter. Mon nom est Victor Moretti. Dominic et moi avons une longue histoire ensemble, bien que je soupçonne qu'il ne vous ait pas parlé de moi. Il ne m'a pas parlé de beaucoup de choses. Non, je l'imagine. Dominic a toujours été sélectif sur ce qu'il partage. C'est l'une de ses qualités les plus frustrantes. Je devrais raccrocher. Je devrais appeler l'équipe de sécurité de Dominic et signaler cette conversation. Mais quelque chose me pousse à écouter. Un besoin de comprendre qui l'emporte sur ma peur. Pourquoi m'appelez-vous? Parce que je veux que vous sachiez dans quoi vous vous êtes embarqué, Mademoiselle Price. Dominic n'est pas l'homme qu'il prétend être. Il a fait des choses terribles pour accéder au pouvoir. Des choses qui vous feraient fuir si vous connaissiez la vérité. Tout le monde a un passé. C'est vrai, mais tout le monde n'a pas un passé qui inclut l'élimination de rivaux, la destruction de familles, la construction d'un empire sur la souffrance des autres.
Dominic porte peut-être des costumes chers et parle d'amour, mais en dessous, c'est un prédateur. Et les prédateurs ne changent pas. Ils trouvent simplement de nouvelles proies. Les mots sont conçus pour blesser et ils y parviennent. Je pense aux douces caresses de Dominic, à ses promesses chuchotées, à la façon dont il me fait me sentir chéri et en sécurité. Le même homme peut-il être capable des horreurs que cet étranger décrit? Pourquoi me dites-vous ça? Parce que je crois que vous méritez la vérité. Et parce que Dominic a quelque chose qui m'appartient, quelque chose que j'ai l'intention de récupérer. Qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir qui vous appartienne? Victor rit, un son dépourvu de chaleur. Demandez-lui ce qu'il en est de la fortune Corsetti. Demandez-lui ce qui est vraiment arrivé à mon frère. Alors vous comprendrez. La ligne se coupe. Je reste figé dans mon appartement, le téléphone toujours collé à mon oreille. Mon esprit passe en revue tout ce que Victor a dit, essayant de séparer la vérité de la manipulation. Il est clairement un ennemi, quelqu'un qui veut blesser Dominic. Mais et si ces accusations étaient fondées? Et si l'homme dont je suis tombée amoureuse était vraiment capable de choses terribles? Je ne peux pas répondre à ces questions seul. J'ai besoin de parler à Dominic. Mais Dominic n'est pas là. Et jusqu'à son retour, je ne suis laissé qu'avec le doute. Cette nuit-là, je ne dors pas. Je m'assois près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville, et je pense à tout ce que je sais et à tout ce que je ne sais pas. Je pense au gala, à la terrasse, à l'étranger qui m'a vu quand personne d'autre ne le faisait. Je pense à la rose sur mon bureau, au dîner, au baiser, au sentiment de sécurité dans ses bras. Et je pense à ce que signifie aimer quelqu'un dont le monde est bâti sur des ombres. Si vous ressentez le poids de cette histoire, si le parcours d'Elena a touché quelque chose en vous, laissez un commentaire disant « L'amour vaut le risque ». Faites-moi savoir que vous êtes là, partageant ce moment avec moi. Quand Dominic revient 5 jours plus tard, je vois immédiatement que quelque chose a changé. Il y a une lassitude dans ses yeux qui n'était pas là avant, une lourdeur dans ses mouvements. C'est fait, dit-il quand je l'interroge sur son voyage. La situation est résolue. Résolue comment? Il me regarde un long moment et je le vois peser ses mots, décidant de la quantité de vérité que je peux supporter. Il y avait des gens qui voulaient contester mon autorité. Ils ont été persuadés de reconsidérer. Persuadés? Oui. Je veux insister, mais le souvenir de l'appel de Victor m'arrête. Si je pose des questions sur la fortune Corsetti, sur son frère, je révélerai que j'ai été en contact avec les ennemis de Dominic, et je ne sais pas comment il réagira à ça. À la place, je pose une autre question. Quelqu'un m'a appelé pendant que tu étais parti, un homme nommé Victor Moretti. L'expression de Dominic se durcit instantanément. Qu'est-ce qu'il a dit? Que tu as fait des choses terribles, que tu n'es pas l'homme que tu prétends être. Et tu le crois? Je prends une inspiration. Je ne sais pas quoi croire, je sais seulement ce que j'ai vécu avec toi. Et ça a été quoi? Submergent, déroutant, magnifique. Une partie de la tension quitte ses épaules. Il traverse la pièce et prend mes mains dans les siennes. Victor est mon cousin. Nous avons grandi ensemble, nous nous sommes entraînés ensemble, nous étions censés hériter ensemble. Mais quand le moment est venu de choisir un chef, la famille m'a choisi. Victor ne l'a jamais pardonné. Il me blâme pour tout ce qui a mal tourné dans sa vie. Il a dit que tu as détruit son frère. La mâchoire de Dominic se crispe. Son frère Marco a essayé de prendre le contrôle de l'organisation par la force. Il a menacé la vie de tous ceux qui comptaient pour moi. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger mon peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Marco n'est plus une menace. Et ça veut dire que Victor a passé les 5 dernières années à essayer de me détruire par vengeance. Je cherche la tromperie sur son visage, le monstre que Victor a décrit. Mais tout ce que je vois, c'est un homme portant un poids impossible, faisant des choix impossibles dans un monde qui n'offre pas de réponse facile. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça avant? Parce que je voulais que tu me connaisses d'abord. Le vrai moi, pas la version déformée par mes ennemis. Et qui est le vrai toi? Il lève mes mains à ses lèvres et embrasse mes phalanges, comme il l'a fait cette première nuit devant mon appartement. Un homme qui a fait des choses difficiles, un homme qui a fait des erreurs, mais aussi un homme qui brûlerait le monde entier pour te garder en sécurité. C'est qui je suis, Elena. Le reste n'est que du bruit. Je veux le croire. Je veux croire que l'amour que je ressens n'est pas mal placé.
que l'homme dont je tombe amoureuse est digne de cette chute. Mais la confiance n'est pas quelque chose qui peut être donné. Elle doit être construite, pièce par pièce, par des actions et du temps. Alors montre-moi, dis-je, montre-moi qui tu es. Et il le fait. Les semaines qui suivent sont une éducation. Dominique m'ouvre son monde d'une manière que je n'aurais jamais attendue, me montrant les entreprises légitimes qu'il dirige parallèlement aux opérations plus sombres. Des projets immobiliers qui transforment des quartiers oubliés en communautés prospères. Des sociétés d'importation qui acheminent des marchandises du monde entier. Des sociétés d'investissement qui financent des startups et créent des emplois. Tout ce que je fais n'est pas illégal, explique-t-il lors d'une visite de l'un de ces chantiers. La plupart, en fait, est complètement légitime. Les autres parties sont nécessaires pour l'instant. Pour l'instant, je travaille vers quelque chose, Elanena. Un avenir où ma famille n'aura pas besoin des anciennes méthodes pour survivre, mais des transitions comme celle-là prennent du temps. Elles exigent de la patience, de la planification et parfois des compromis difficiles. Je commence à comprendre la complexité de sa position. Il n'est pas simplement un criminel ou un homme d'affaires. C'est un homme pris entre deux mondes, essayant de tracer un chemin qui honore son passé tout en construisant un avenir différent. Et il veut que je fasse partie de cet avenir. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un comme toi, me dit-il un soir alors que nous sommes allongés ensemble, regardant les lumières de la ville à travers les fenêtres du penthouse. J'avais accepté que ma vie serait solitaire, que la femme qui pourrait comprendre mon monde n'existait pas. Peut-être qu'elle ne comprend pas tout, peut-être qu'elle apprend encore. C'est suffisant, plus que suffisant. Sa main trouve la mienne dans l'obscurité, leurs doigts s'entremêlant. Je sens la rugosité de ses paumes, les cicatrices qui racontent des histoires qu'il n'a pas encore partagées. Et je réalise que je n'ai plus peur de ces histoires. Je veux toutes les entendre. Mais la paix, j'apprends, est fragile dans le monde de Dominique, et elle se brise sans avertissement. Ça arrive un mardi. Je suis à la fondation, en train d'examiner les candidatures pour le nouveau programme de bourse, quand Patricia m'appelle dans son bureau. Elle est là, Nana, nous devons parler. Son expression est soigneusement neutre, mais je travaille pour elle depuis assez longtemps pour reconnaître la tension sous la surface. Bien sûr, de quoi s'agit-il? J'ai reçu des informations sur votre vie personnelle. Mon estomac se noue. Quel genre d'informations? Des questions ont été soulevées sur vos fréquentations, en particulier votre relation avec un homme nommé Dominique Valente, le nom de famille de Dominique. Je l'ai rarement entendu l'utiliser, préférant juste son prénom dans la plupart des situations. Mais quelqu'un a fouillé. Je ne vois pas en quoi mes relations personnelles sont pertinentes pour mon travail ici. Normalement, elles ne le seraient pas, mais la Fondation Hartwell dépend de sa réputation. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être associés à certains éléments. Certains éléments. Patricia se tortille mal à l'aise. On m'a montré des preuves suggérant que M. Valente est lié à des activités criminelles organisées. Si c'est vrai, votre emploi continu ici pourrait poser un risque pour la réputation de la Fondation. Je sens les murs se refermer sur moi. Tout ce pourquoi j'ai travaillé, la carrière que j'ai bâtie à partir de rien, la respectabilité que j'ai lutté pour atteindre, tout est menacé par mon choix d'aimer le mauvais homme. Qui vous a montré ces preuves? Je ne suis pas autorisé à le dire. Mais je sais déjà. Victor Moretti, il ne se contente pas d'attaquer Dominique directement. Il s'en prend à tout et à tous ceux qui comptent pour Dominique. J'ai besoin de temps pour régler ça, dis-je, gardant ma voix stable par pure force de volonté. Pouvez-vous me donner jusqu'à la fin de la semaine? Patricia réfléchit un moment, puis hoche la tête. Jusqu'à vendredi, mais Elanena, si vous ne pouvez pas résoudre cette situation, je devrais vous laisser partir. J'espère que vous comprenez. Je comprends parfaitement. Je retourne à mon bureau et rassemble mes affaires avec une précision mécanique. Jennifer me regarde avec inquiétude mais ne pose pas de questions. Je n'offre aucune explication. Quand j'arrive dans la rue, j'appelle la ligne privée de Dominique. « Eleanor, qu'est-ce qui ne va pas? » Nous devons parler maintenant. 1 heure plus tard, je suis dans son bureau, arpentant la pièce pendant qu'il écoute mon récit de la conversation avec Patricia. Quand j'ai fini, son expression est foudroyante. Victor, ça porte sa signature. Il essaie de m'isoler, de me couper de ma vie normale, pour que je n'aie nulle part où aller, sauf vers lui. Ça n'arrivera pas.
Comment peux-tu en être sûr? Dominique se lève de sa chaise et vient vers moi. Il prend mes épaules dans ses mains, me forçant à croiser son regard. Parce que je ne le laisserai pas faire. Victor a surestimé sa main. Il pense que t'attaquer m'affaiblira, mais il ne comprend pas ce que tu représentes pour moi. Il ne comprend pas que je réduirai en cendres toute son opération avant de lui permettre de toucher à un seul de tes cheveux. L'intensité dans sa voix est presque effrayante, mais sous le feu, je vois autre chose. La peur. Il a peur de me perdre, tout comme j'ai peur de perdre tout ce que j'ai construit. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que j'aurais dû faire il y a des années, mettre fin à ça définitivement. Au cours des 3 jours suivants, je regarde Dominique se transformer. L'homme tendre qui m'apportait du café et m'embrassait le front disparaît, remplacé par quelque chose de plus dur, de plus froid, de plus concentré. Il passe des heures en réunion avec des hommes que je ne reconnais pas, parlant en italien rapide, faisant des plans dont je ne suis pas au courant. Je veux aider, mais il refuse. C'est mon combat, elle est la nena. J'ai amené ce danger dans ta vie et je vais l'enlever. Tout ce que je te demande, c'est de me faire confiance. Alors je lui fais confiance et j'attends. Le jeudi soir, Dominique vient à mon appartement. Il a l'air épuisé, des cernes sombres sous les yeux, la mâchoire crispée par la tension. Mais quand il me voit, quelque chose en lui s'adoucit. C'est presque fini, dit-il. Demain, ça se terminera. Qu'est-ce qui se passe demain? Une réunion. Victor et moi allons enfin régler nos différends. C'est dangereux. Il hésite et je connais la réponse avant qu'il ne parle. Il y a toujours un risque, mais j'ai pris des précautions. Mes hommes sont prêts. Laisse-moi venir avec toi. Absolument pas. Dominique, je ne peux pas rester assis ici à attendre pendant que tu marches vers le danger. J'ai besoin d'être là. J'ai besoin de savoir que tu es en sécurité. La meilleure façon de te garder en sécurité est de te garder loin de là où Victor peut t'atteindre. Je ne te demande pas ta permission. Je te dis ce dont j'ai besoin. Nous nous regardons, 2 personnes têtues qui refusent de céder. Finalement, Dominique soupire. Tu es la femme la plus frustrante que j'ai jamais rencontrée. Je prendrais ça comme un compliment. Tu ferais ça. Il me prend dans ses bras et me serre fort. Je peux sentir son cœur battre contre ma joue, fort et régulier malgré le chaos qui nous entoure. Si je t'emmène, dit-il lentement, tu feras exactement ce que je dis. Tu resteras où je te mets. Et si je te dis de courir, tu courras. Pas de discussion, pas d'héroïsme. Tu comprends? Oui. Promets-le-moi, Eleanor. Je te le promets. Il recule et me regarde dans les yeux, cherchant tout signe de tromperie. Ce qu'il voit doit le satisfaire, car il hoche lentement la tête. Alors nous affrontons ça ensemble. La réunion a lieu dans un entrepôt abandonné sur le front de mer, un lieu choisi pour sa neutralité et son isolement. Alors que notre voiture approche, je peux voir d'autres véhicules déjà garés à proximité, des hommes en costume sombre positionnés autour du périmètre. Dominique me tient fermement la main alors que nous franchissons les portes. À l'intérieur, l'entrepôt est vaste et vide, éclairé par des lumières industrielles qui projettent des ombres dures sur le sol en béton. Au centre de l'espace, une seule table a été installée avec 2 chaises se faisant face. Victor Moretti attend déjà. Il est grand comme Dominique, avec des traits similaires qui témoignent de leur sang commun. Mais là où les yeux de Dominique sont gris et chauds, ceux de Victor sont bleu glacier et totalement dépourvus de sentiments. « Cousin, » dit Victor en se levant de sa chaise, « et la charmante mademoiselle Price, je ne m'attendais pas à ce que tu l'amènes. Elle et la nana fait partie de ma vie maintenant. Elle a le droit d'être témoin de ce qui se passe ici. » Victor sourit, et ce n'est pas une expression agréable. Comme c'est romantique, dis-moi, mademoiselle Price, est-ce que Dominique t'a expliqué pourquoi nous sommes vraiment ici? T'a-t-il parlé de l'Empire bâti sur la trahison? Du sang sur ses mains. Il m'a dit la vérité, dis-je, gardant ma voix stable. Ce qui est plus que ce que tu as jamais offert. Les yeux de Victor se plissent. La vérité. Un concept intéressant. Voyons si ton précieux Dominique est prêt à partager toute la vérité. Il met la main dans sa veste et en sort un dossier, le jetant sur la table entre eux. Là, la preuve de tout ce que tu as fait. Chaque accord, chaque élimination, chaque famille détruite. Je me demande ce que ta petite amie ressentira quand elle verra tout ça étalé au grand jour.
Dominique ne bronche pas. Je n'ai jamais caché ce que je suis, Victor. La différence entre nous, c'est que j'assume la responsabilité de mes choix. Toi, tu te caches derrière des griefs et tu blâmes tout le monde pour tes échecs. Mes échecs? Tu m'as tout pris. La position qui aurait dû être la mienne, les ressources, le respect. Et puis tu as éliminé mon frère quand il a essayé de la reprendre. Marco a fait son choix. Il a choisi la violence, et c'est la violence qu'il a reçue. La tension dans la pièce est insupportable. Les hommes des deux côtés s'agitent nerveusement, les mains se déplaçant vers des armes dissimulées. Je sens que la situation est sur le fil du rasoir. Puis Victor rit. Tu sais ce que je trouve fascinant? Après tout ça, tu penses encore que tu peux contrôler la situation. Tu penses encore que tu es le héros de cette histoire. Il secoue lentement la tête. Mais tu ne l'es pas. Tu n'es qu'un autre monstre, Dominique. Et les monstres finissent par avoir ce qu'ils méritent. Il claque des doigts, et soudain l'entrepôt est plein de mouvements. Des hommes sortent de l'ombre, plus que ce à quoi je m'attendais, nous encerclant de toutes parts. Les hommes de Dominique réagissent immédiatement, sortant leurs armes, mais ils sont en infériorité numérique. Pensais-tu vraiment que je viendrais ici pour négocier? Demande Victor. Il n'a jamais été question de parler. Il s'agissait de mettre fin à ton règne une bonne fois pour toutes. Dominique me pousse derrière lui, me protégeant de son corps. Elle est la nena. Quand je dis de courir, tu cours. Souviens-toi de ta promesse. Je ne te quitte pas. Tu ne vas pas mourir pour moi non plus. L'impasse dure une éternité, qui n'est probablement que de quelques secondes. J'entends mon propre cœur battre dans mes oreilles. Je sens la terreur me griffer la poitrine. C'est ça. C'est comme ça que ça se termine. Et puis les portes s'ouvrent en grand. Des hommes en tenue tactique envahissent l'entrepôt, se déplaçant avec une précision militaire. Ce ne sont pas les gens de Dominique, et ce ne sont pas ceux de Victor. C'est autre chose. FBI, tout le monde à terre. Le chaos qui suit est un tourbillon de cris et de mouvements. Les hommes de Victor se dispersent, certains se rendant, d'autres essayant de fuir. Dominique me tire derrière la table, me couvrant pendant que les agents balayent le bâtiment. Quand c'est enfin terminé, je lève les yeux pour voir Victor Moretti menotté, conduit vers un véhicule qui attend. Son visage est un masque de fureur et d'incrédulité. « Qu'est-ce qui se passe ?» je murmure. Dominique m'aide à me relever. Son expression est complexe, un mélange de soulagement et de quelque chose que je ne peux pas tout à fait identifier. « J'ai passé un accord, » dit-il doucement. « Il y a des semaines, quand j'ai su que Victor n'arrêterait jamais jusqu'à ce que l'un de nous soit détruit. J'ai contacté certains contacts dans les forces de l'ordre. Je leur ai offert Victor et son opération en échange de ta protection et d'une chance de faire passer mes affaires dans des canaux entièrement légitimes. Tu l'as dénoncé. C'était le seul moyen de mettre fin à ça sans plus de violence. Victor aurait continué à venir, à menacer tous ceux qui comptent pour moi. De cette façon, il part pour très longtemps et moi, je peux construire l'avenir vers lequel je travaille. Je le fixe. Cet homme qui m'a surprise à chaque tournant. Cet homme qui a choisi la paix plutôt que le pouvoir, l'amour plutôt que la domination, l'avenir plutôt que le passé. Tu as fait ça pour moi. J'ai fait ça pour nous. Pour la vie que nous pourrions avoir ensemble. La vie que je veux plus que tout. Des larmes coulent sur mon visage. Je n'essaie pas de les arrêter. Je jette mes bras autour de lui et je m'accroche comme s'il pouvait disparaître. Je t'aime, je murmure contre sa poitrine. Je t'aime, Dominique. Ses bras se resserrent autour de moi. Je t'aime aussi, elle est la nana, plus que je n'aurais jamais cru possible. Dehors, la nuit est froide et pleine de gyrophares et de voix officielles. Mais à ce moment, enlacés l'un dans l'autre, nous avons chaud. Nous sommes en sécurité. Nous sommes enfin, vraiment, à la maison. 6 mois plus tard, le printemps est arrivé dans la ville, transformant les rues grises en avenues bordées de cerisiers en fleurs. Je me promène dans Central Park avec Dominique à mes côtés, Darcy en laisse entre nous, protestant contre l'indignité d'être forcé à faire de l'exercice. Tant de choses ont changé depuis cette nuit dans l'entrepôt. Victor attend son procès, son empire criminel démantelé par les procureurs fédéraux. Dominique a tenu sa promesse, transformant ses entreprises restantes en une opération légitime, travaillant avec les autorités pour s'assurer que tout est en règle. Ça n'a pas été facile. D'anciens associés lui ont tourné le dos.
De nouveaux partenariats ont mis du temps à se former, mais il aborde chaque défi avec la même détermination qui m'a d'abord attiré vers lui. Quant à moi, j'ai quitté la fondation 2 mois après la confrontation avec Patricia. Non pas parce que j'ai été licencié, mais parce que j'ai choisi de partir. Dominique m'a aidé à créer ma propre organisation à but non lucratif, axée sur les opportunités éducatives pour les enfants issus de milieux difficiles. Nous l'appelons la Fondation Seconde Chance, et c'est le travail le plus significatif que j'ai jamais fait. Tu es silencieuse aujourd'hui, observe Dominique alors que nous trouvons un banc surplombant le lac. Je pense à quel point ma vie est différente maintenant par rapport à il y a un an. Différente en bien ou différente en mal? Je me tourne pour le regarder. Cet homme qui est devenu mon partenaire, mon protecteur, mon foyer. Différente, incroyable. Il sourit et cela transforme toujours son visage. La dureté qui le définissait autrefois s'est adoucie au fil de ces mois, remplacée par quelque chose de plus chaleureux. Il est toujours puissant, toujours redoutable quand c'est nécessaire, mais il est aussi doux, patient et infiniment dévoué. J'ai quelque chose pour toi, dit-il en fouillant dans la poche de sa veste. Mon cœur s'emballe. Dominique, ne paniquez pas. Ce n'est pas une bague. Il fait une pause, son sourire s'élargissant. Pas encore. Il sort une petite boîte en velours et l'ouvre pour révéler un pendentif délicat. Un papillon en argent, ses ailes serties de minuscules diamants qui captent la lumière du printemps. Un papillon, je murmure. Tu es sorti de ton cocon, Elanena. Tu t'es transformé de quelqu'un qui se sentait invisible en quelqu'un qui commande l'attention simplement en existant. C'est pour te rappeler le chemin que tu as parcouru. Des larmes me piquent les yeux alors qu'il attache la chaîne autour de mon cou. Je touche doucement le pendentif, sentant son poids contre ma clavicule. C'est magnifique. Pas aussi magnifique que toi. Je me penche et l'embrasse lentement et doucement, sans me soucier de qui pourrait regarder. Nous avons dépassé le stade de nous cacher, de prétendre être autre chose que ce que nous sommes. Deux personnes qui se sont trouvées contre toute attente et ont construit quelque chose de réel à partir des décombres de leur passé. Quand nous nous séparons, Dominique prend ma main dans la sienne. Il y a autre chose dont je veux discuter. Plus de surprises? D'une certaine manière. J'ai réfléchi à l'avenir, notre avenir. Mon cœur s'accélère. Qu'en est-il? Je veux fonder une famille avec toi, Eleanor. Pas demain, pas le mois prochain, mais un jour. Je veux des enfants qui ne connaîtront jamais le monde d'où je viens. Je veux une maison remplie de rires, d'amour et de toutes les choses que ni l'un ni l'autre n'avons eues en grandissant. Dominique, tu n'as pas à répondre maintenant. Je veux juste que tu saches ce que j'espère, ce vers quoi je travaille. Chaque accord légitime, chaque partenariat honnête, tout est pour cet avenir. Pour nous. Je serre sa main fermement. Je le veux aussi. Je le veux depuis la nuit où tu m'as dit que je méritais de prendre de la place. Tu m'as donné la permission de rêver à nouveau, Dominique. Et dans mes rêves, tu es toujours là. Il me tire près de lui, passant son bras autour de mes épaules, alors que nous regardons les bateaux dériver sur le lac. Darcy a renoncé à protester et s'est endormi à nos pieds. Un petit témoignage poilu de la paix domestique que nous avons trouvé. « Tu te souviens du gala ?» demande Dominique. « La nuit où nous nous sommes rencontrés. » « Bien sûr. Je t'ai observé pendant 1 heure avant de m'approcher. J'ai vu comment il te traitait, comment il te regardait, comme si tu n'étais rien. Et je t'ai vu gérer ça avec une telle grâce, une telle dignité silencieuse. J'ai su alors que tu étais différente, que tu étais quelqu'un qui valait la peine d'être connu. Tu as vu quelque chose en moi que je ne pouvais pas voir en moi-même. Je t'ai seulement montré ce qui a toujours été là. Nous restons assis dans un silence confortable, laissant l'après-midi se dérouler autour de nous. Des joggers passent, des familles étalent des couvertures de pique-nique sur l'herbe. Des enfants poursuivent des écureuils à travers les arbres. La vie ordinaire. Des moments ordinaires. Extraordinaires parce que nous les partageons ensemble. Merci, dis-je doucement. Pourquoi? Pour avoir regardé, pour avoir attendu, pour avoir été assez courageux pour approcher une femme seule sur une terrasse. Merci d'avoir été assez courageuse pour dire oui. Je pense à tout ce que nous avons traversé, la peur et l'incertitude, le danger et les révélations, les moments où je me suis demandé si je faisais la plus grosse erreur de ma vie. Je pense à quel point nous avons failli nous perdre,
à tous les obstacles qui se dressaient sur notre chemin. Et je pense que rien de tout cela n'a d'importance maintenant, parce que nous sommes là. Nous sommes ensemble. Nous construisons quelque chose de magnifique sur les cendres de nos passés brisés. Traité comme si j'étais invisible au gala, je suis parti avec grâce. Je ne savais pas alors que quelqu'un m'observait, que ma vie était sur le point de changer d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais maintenant, je sais. Maintenant, je comprends que parfois, les plus grands amours commencent dans les moments les plus inattendus. Qu'être vu par la bonne personne peut tout transformer. Que la grâce sous pression n'est pas une faiblesse, mais une force. Et que le foyer n'est pas un lieu. Le foyer est une personne qui vous choisit, vous protège et vous aime exactement comme vous êtes. J'ai trouvé mon foyer et je ne le lâcherai jamais. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que vous avez aimé cette histoire. Laissez un commentaire disant j'ai regardé jusqu'ici pour que je puisse vous connaître et voir qui apprécie vraiment les histoires ici sur la chaîne. Et si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, mettez un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Votre soutien signifie tout pour nous et nous aide à créer plus d'histoires qui vous rappellent que l'amour, la grâce et les secondes chances sont toujours possibles. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous verrai dans la prochaine histoire. Merci d'être ici. Merci de regarder. Merci de croire au pouvoir de l'amour pour transformer même les nuits les plus sombres en aubes magnifiques.